Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Make It Happen. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui passionne autant qu'il déchaîne. J'ai nommé l'intelligence artificielle. Alors l'IA, on en entend parler tous les jours. Que ce soit des nouveaux modèles plus performants, que ce soit des nouvelles versions, que ce soit de nouvelles avancées. Mais au-delà de l'effet d'annonce, il y a une question qui est très importante, c'est est-ce qu'on est vraiment prêt à vivre dans un monde où l'intelligence artificielle n'est pas seulement un assistant, mais où elle modifie en profondeur nos entreprises et nos métiers. Et pour en parler, j'ai la chance aujourd'hui de discuter avec Demba Diallo, fondateur, bonjour Demba, d'Inotep. Bonjour Emmanuel. Alors Inotep, justement, c'est une société qui accompagne les entreprises et les métiers dans les grandes transformations Exactement. qu'elles vont devoir vivre tout au long de leur vie. Et notamment en ce moment, un des grands sujets pour ces entreprises, c'est l'intelligence artificielle. Exactement. Donc, on va démarrer tout de suite. L'intelligence artificielle, on en entend parler, donc ce que je disais en introduction, tous les jours. Donc il y a les nouvelles, alors on a des nouvelles versions de ChatGPT tous les 4 matins. Bon, j'exagère un peu, mais quand même. Mais vous dites, en réalité, c'est pas que des nouvelles versions d'une technologie, c'est vraiment une révolution très profonde de l'entreprise et des métiers qui arrivent. Pourquoi exactement ? Alors pourquoi exactement ? D'abord, merci pour l'occasion d'échanger sur ce point très important. Trois choses. Premièrement, ça fait un moment que nous on travaille sur ces sujets-là. Par exemple, on a travaillé sur un des rapports de référence du ministère de l'économie et des finances en France. C'était déjà en 2017 ou 2018. D'accord. Ce rapport, il est disponible, on pourra le mettre en lien. Et à ce moment-là, l'IA était encore un sujet, j'allais dire, confidentiel, en tout cas pas grand public, surtout réservé à des experts, aux entreprises, aux professionnels, ainsi de suite. Et on était sur des systèmes de machine learning, d'apprentissage machine, sur des tâches spécifiques. Là, on a une bascule très forte qui est arrivée en 2022 avec ChatGPT, puisque on est arrivé en fait à mettre dans les mains du grand public et dans les mains de tout le monde finalement une IA qu'on ne pensait pas atteignable de cette manière-là, focalisée sur le traitement du langage. Jusque-là, on était, comme je le disais, dans des IA, on va dire faibles, sur des tâches spécifiques pour résoudre des problèmes, on va dire, techniques, des problèmes, on va dire, de classification, de régression linéaire, ainsi de suite, enfin, pour régler des problèmes. Là, on est arrivé avec ChatGPT à un modèle d'IA dont les bases théoriques étaient connues, mais qui n'avaient jamais été mises en œuvre en ingénierie à ce niveau-là, et encore moins dans un espace de discussion grand public, sur le traitement du langage. Le traitement du langage de manière générale, D'accord. sans préparation, puisque en fait, c'est ça la rupture, c'est-à-dire le fait d'avoir accès à la connaissance directe et intuitive de la machine. Là, c'est le début. Entre ce moment-là et aujourd'hui, on a une rupture déjà exponentielle en termes de performance, puisqu'on est passé en fait à des versions qui avaient une performance déjà mesurée que sur du texte, à aujourd'hui de la multimodalité, du texte, de la vidéo, de l'image, etc., du son. On n'était que sur, on va dire, des niveaux de performance acceptables en coding, par exemple. Aujourd'hui, on est sur quasiment des niveaux de performance extrêmement élevés, on pourra en reparler. On a, en gros, sur tous les paramètres, pour simplifier, on double de performance tous les 6 mois depuis 2022. Oui, c'est exponentiel. C'est exponentiel. Ouais. Et donc ça, c'est un premier point très important, que ce soit en termes de, on va dire, de nombre de paramètres traités par les algorithmes, c'est-à-dire je ne vais pas donner de chiffres pour ne pas ennuyer les gens, le nombre de paramètres, que ce soit l'énergie consommée par requête, que ce soit en fait le nombre de tokens disponibles sur en fait, en gros, c'est le nombre de quasi-mots que l'on peut utiliser en entrée. Tout a été multiplié par un facteur très important. Donc, en performance, on double tous les 6 mois en moyenne. C'est ça que le phénomène. Et sur quelque chose qui est cette fois-ci non pas sur une tâche spécifique, mais encore une fois, ni sur des données d'entraînement qu'on aurait mises en place pour cette tâche spécifique, mais pour des requêtes générales sur tout sujet,
en multimodal et à la fois pour le grand public et pour les professionnels. Et ça, c'est ça la rupture. Et cette rupture-là, qui double tous les 6 mois, c'est un phénomène très important. Et je m'arrête là une seconde sur le fait que l'être humain a du mal à gérer l'exponentialité. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, quand on prend des grains de riz et on met sur un... C'est assez connu, hein, les gens pourront regarder sur Internet, il y a une fameuse explication du biais de linéarité, comme on dit. C'est-à-dire que l'être humain, il a été programmé pour fonctionner de manière linéaire. Donc, on a dans notre système d'être vivant, on fonctionne de manière linéaire. On ne sait pas gérer quelque chose qui double tous les X. D'accord. Et donc, si on met des grains de riz sur chaque grain de l'échiquier jusqu'à arriver à 64 et qu'on double à chaque position, ben on va arriver à des volumes astronomiques sur la 64e case. Ben c'est ce qui se passe aujourd'hui. On l'a vu aussi au niveau du Covid, au moment du Covid, puisque en fait on avait du mal à suivre les contaminations. Pourquoi ? Parce qu'une personne contaminait X personnes, qui en contaminait Y, ainsi de suite, etc. Et ça tous les jours. Et à la fin, en un mois, on voyait des chiffres astronomiques. Mais là, sur l'IA, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train d'avoir un niveau de performance qu'on a du mal à mesurer. Ça, c'est déjà un aspect très important. Et le dernier aspect, je m'arrêterai là à ce stade, c'est que les Américains, mais également les Chinois, sont lancés dans une course très importante que certains Américains ont appelée AGI. On peut discuter, on pourra revenir là-dessus sur la validité de ce terme, sur le sérieux ou pas de ce terme, etc., etc. Mais en tout cas, ce que ça marque au-delà on va dire des discussions qui pourraient avoir, voire des conflits qui pourraient y avoir sur ce terme, le plus important, c'est pas le terme, le plus important, c'est la course vers une performance de plus en plus forte de ces IA. Parce que c'est quoi HDI ? AGI, c'est Artificial General Intelligence. En fait, c'est le moment où on imagine que les algorithmes d'intelligence artificielle seront capables de réaliser n'importe quelle tâche humaine, cognitive. Donc finalement, quelque part, la quête ultime, c'est de remplacer, enfin pas de remplacer justement, mais de pouvoir avoir une équivalence entre les capacités cognitives de la machine versus celles de l'humain. C'est ça l'idée. D'accord. Et ça, c'est ce qu'on appelle AGI. Et il y a même encore un autre terme qu'on appelle Artificial Superintelligence, qui est le moment ultime où une seule machine pourra avoir plus de capacités cognitives que tous les humains. Voilà, c'est ça un peu le sujet. Maintenant, sur la partie concept, on peut toujours discuter sur la validité de ces concepts-là, parce que je pourrais revenir là-dessus après. Mais ce qui est intéressant, c'est plutôt le chemin. Oui. Parce que quand on double performance tous les 6 mois, il y a quelque chose qui se passe. Oui. Ça montre qu'on va vraiment vers un changement très profond de ce qu'on connaît, quoi, du monde professionnel tel qu'on le connaît. Enfin, pas que professionnel d'ailleurs, à beaucoup de niveaux. Et justement, alors qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas préparé à ça ? Alors, ce qui fait qu'on n'est pas préparé à ça, c'est qu'on a du mal à prendre du recul. C'est-à-dire que j'exclus le grand public dans un premier temps pour me focaliser sur les grandes organisations, les entreprises, etc. Si je prends deux types d'organisations, je prends les militaires d'un côté et les entreprises de l'autre, par exemple. La question des militaires, elle est intéressante parce qu'ils sont confrontés souvent à des situations qui font qu'ils vont beaucoup plus vite. Oui. Parce qu'ils sont exposés au feu sur des théâtres d'opération. Ce qu'on a observé dans la guerre en Ukraine, on l'avait commencé à l'observer en Libye aussi, mais aussi dans le Haut-Karabakh. Au Haut-Karabakh par rapport à l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et donc là, en Ukraine et la Russie, ce qu'on a observé, c'est que finalement, ce qui fait une des choses, bien sûr, la masse fait la différence, les tirs en profondeur font la différence, l'asymétrie de force entre un grand pays et un petit pays font la différence. Par contre, une des choses qui a permis aux Ukrainiens de tenir, c'est quand même la technologie avec la combinaison de drones et d'IA. La combinaison de drones et d'IA est décisive, en fait, sur les théâtres d'opération. Là, vous avez vu qu'ils ont attaqué massivement Moscou ces jours-ci avec des drones. En fait, là où les drones sont intéressants, c'est que quand on les combine avec de l'IA, l'être humain n'a plus le temps de réagir. Et l'autre aspect, c'est en amont de ça, c'est-à-dire en termes de préparation des opérations. On a vu quand Trump a décidé de suspendre l'aide militaire américaine pendant quelques jours, les gens ne voyaient que les obus, les systèmes d'antimissiles, ainsi de suite. Mais il y avait aussi la question des systèmes d'IA. Parce que le renseignement militaire dont bénéficie l'Ukraine, il est basé
en grande partie sur la fusion de données par de l'IA. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des images satellitaires qui sont croisées à des images de drones, qui sont croisées à des données humaines de renseignement et à d'autres types de données électromagnétiques. Tout ça est mis en combinaison, fusionné et traité et exposé en fait à des officiers pour pouvoir les aider à prendre des décisions. Donc on voit qu'au niveau des militaires, eux, ils ont compris l'intérêt de l'IA. Et d'ailleurs, l'État français a mis en place une agence, l'AMIAD, qui est toute nouvelle, hein, qui est très jeune, pour pouvoir traiter ces sujets d'IA au sein des forces armées françaises, parce qu'on voit que ça devient décisif. Et si je prends maintenant les organisations au sens de les entreprises, elles, c'est beaucoup plus poussif pour la plupart d'entre elles. Pourquoi ? Parce que même si elles déclament qu'elles multiplient les cas d'usage, en fait, elles empilent des cas d'usage comme elles font des cas d'usage, comme elles faisaient des cas d'usage on va dire, de RPA avant, de transformation digitale avant, etc. C'est-à-dire, on empile des couches. Oui. Ce qu'il faut voir, c'est que l'IA, c'est pas un empilement de couches, c'est des changements très profonds que ça va apporter. Je vais vous donner une illustration très simple, c'est le coding, parce que là, c'est hyper concret. Ouais. Le coding, en fait, quand ChatGPT est arrivé, déjà, il y avait des fonctions de coding, mais c'était limité. Aujourd'hui, OpenAI a mis en place un benchmark, là récemment, hein, en 2025, donc, qui s'appelle SWE Lancer, qui consiste, et je vais parler très doucement pour bien expliquer le sujet, parce que c'est vraiment une nouveauté. Ils ont pris 1448 développeurs sur Upwork, dont ils ont analysé le travail. C'est-à-dire, en gros, on prend sur Upwork des indépendants. On classifie ces indépendants en deux catégories. Il y a des développeurs qui sont là pour résoudre des tâches, et il y a des managers, des développeurs qui sont là pour faire des choix entre des propositions techniques. Ils ont regardé 1448 développeurs par rapport à des tâches et à des tâches données, et ils se sont dit, pour ces 1448 commandes, c'est des commandes en fait qui sont passées sur Upwork par des clients, dont le montant total est de $1 million, et ils se sont demandé, sur ces 1448 commandes exécutées par des développeurs, quel pourcentage pourrait être résolu par des humains, par des algorithmes, en situation réelle, c'est-à-dire dans les mêmes contextes que ceux des humains. Donc, dans ces conditions-là, il y a par exemple, certains sujets à traiter, c'est des bugs, d'autres sujets, c'est du développement de features, etc., etc. Et d'autres sujets, c'est de la supervision, en fait, technique. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que les IA, d'abord, l'IA qui est arrivée numéro 1, c'est Claude, de Anthropic AI. Et Claude a pu avoir jusqu'à $400 000 sur le $1 million. Donc, ça veut dire qu'il y a 60% de tâches qu'elle n'arrive pas à faire, mais il y a quand même 40% de tâches qu'elle arrive à faire. Donc, elle arrive à avoir $400 000. Et l'autre aspect, c'est que Claude s'est montrée très, très bonne sur les fonctions de supervision. C'est contre-intuitif. C'est-à-dire qu'elle a été meilleure en fonction de supervision, c'est-à-dire faire le choix entre différentes propositions techniques fournies par des développeurs, versus le faire elle-même. Faire du coding un peu complexe, qui peut varier suivant différents paramètres. D'accord. Et là où elle est la plus performante, l'IA en général, c'est-à-dire que ce soit Claude ou que ce soit les algorithmes autres concurrents, comme ChatGPT, c'est sur traitement de bugs, c'est évident, mais aussi sur l'identification de problèmes. L'identification de problèmes dans le code. Mais la nouveauté, quand même, c'est ça. C'est la supervision. Voilà. Et sur la partie coding, deuxième illustration, c'est que je reste maintenant sur Claude. Anthropic AI est dirigé par quelqu'un d'exceptionnellement brillant qui s'appelle Dario Amodei. Dario Amodei, il est brillant, il dirige une des boîtes les plus performantes au monde en IA. Il vient lui-même d'OpenAI à la base. Donc, on peut lui faire confiance sur ses analyses, parce que c'est pas juste quelqu'un qui poste un truc sur LinkedIn. Oui, il débarque pas dans le monde de l'IA. Voilà. Et lui, ce qu'il dit, c'est que aujourd'hui, il a dit ça il y a quelques jours, hein, aujourd'hui, on est à 6 mois, 3 à 6 mois, d'une IA qui pourrait résoudre 90% des tâches d'un codeur. C'est-à-dire, on va passer du constat qui a été fait par OpenAI, là, à 90%. Et ce qu'il dit, c'est qu'en 2026, il n'y a pas de tâche logicielle, à sa connaissance, qui pourrait ne pas être réalisée par des IA de bout en bout. D'accord. Donc, même si c'est 2027 et pas 2026... C'est demain. C'est demain. Ça reste demain. Voilà.
il y a combien de développeurs au niveau mondial? Des centaines de milliers. Et sans compter le fait que les entreprises sont organisées avec des DSI, avec tout un tas de compétences, et ils ont des prestataires. Enfin, il y a du monde qui fait du coding dans le monde. Donc, ça veut dire, si je prends cette illustration, c'est pour dire qu'il y a des enjeux déjà de réflexion, Oui. en anticipation, pour réorganiser totalement la manière de gérer cette fonction, par exemple. Mais on pourrait dire pour toutes les autres fonctions. Donc là, il ne s'agit pas d'ajouter des couches pour dire je vais juste déployer ChatGPT dans ma boîte et puis les codeurs vont pouvoir faire des choses avec. Non. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que les développeurs pas bons ou moyens vont disparaître. Ils vont faire autre chose. Et ceux qui vont rester, c'est les meilleurs. C'est les très bons. C'est les meilleurs qui sauront tirer le meilleur parti des algorithmes. Oui. Ça, c'est un exemple concret de ce qui est en train de se passer et qui va se passer dans beaucoup d'autres métiers et fonctions. Ça ne veut pas dire que les IA vont tout prendre. Ça veut dire qu'il y aura des réconfigurations très importantes. Et moins on aura anticipé les transformations, plus on se prendra des murs. Alors que mieux on les aura anticipées, plus on aura des facteurs de productivité, de résilience, etc., etc. Et c'est là où il y a vraiment une nécessité et un manque de réactivité des entreprises, parce qu'elles sont souvent, encore une fois, sur déployer des cas d'usage et pas simplement réfléchir de manière plus fondamentale à des transformations profondes pour dire ces métiers, ces fonctions ont été inventés dans des contextes donnés au 19e siècle, au 20e siècle, dans des systèmes analogiques. Et ensuite, on a eu la digitalisation qui déjà a rajouté des couches et on n'est pas allé au bout de la digitalisation. On n'a pas transformé suffisamment. Mais là, on a des couches, on a un effet de rupture qui, dans quelques années, va avoir de telles conséquences qu'on ne pourra plus faire semblant. On va être obligé. On n'aura pas le choix. Donc, plutôt que de subir, c'est maintenant qu'il faut anticiper. C'est maintenant. Oui, parce qu'aujourd'hui, on voit dans les entreprises, on met un ChatGPT ou autre dans l'entreprise et on se dit, bon, bah, c'est super, on update les versions et on a l'impression d'être déjà avant les autres. Alors qu'en fait, et c'est vrai que quand on pense même 2027, c'est vraiment demain. Et on sait déjà quels sont les... Alors, on a parlé de l'armée, on a parlé de la partie plutôt militaire, du code, tout ce qui va être... Est-ce qu'il y a d'autres domaines où on sait déjà qu'ils vont être très impactés par l'intelligence artificielle? Oui. Alors, en fait, il y a un des experts en IA les plus intéressants aussi, qui par ailleurs est un penseur et un entrepreneur et un investisseur, qui s'appelle Kei Fu Lee. Kei Fu Lee, c'est un américano-chinois, un sino-américain. Il a écrit pas mal de bouquins intéressants sur différents sujets en lien avec l'IA. Et il est lui-même investisseur, un gros investisseur privé dans l'IA. Et il a monté d'ailleurs des entreprises là récemment en IA. Lui, ce qu'il dit, il a une matrice dans un de ses livres d'analyse qui est de dire plus une tâche est digitalisée et plus une tâche est codifiée, plus facilement elle est IAisable. Une tâche qui est digitalisée et qui est codifiée et qui ne demande pas trop d'empathie. C'est-à-dire que, par exemple, un médecin généraliste, ça demande énormément d'empathie. Parce que dans la demande de du patient qui vient, il n'y a pas que son problème apparent. Il y a d'autres choses qui peuvent se jouer. Donc, il faut de l'écoute, il faut de la psychologie, il faut de l'interaction humaine. De l'empathie. Voilà, de l'empathie. Donc, même si finalement, en décomposant les tâches d'un généraliste, certaines tâches peuvent aller sur une IA beaucoup plus facilement. Par exemple, avec des symptômes X, Y, Z, ben, une IA est plus rapide qu'un médecin pour savoir. Voilà. Par contre, cette fonction d'empathie, l'IA va pas pouvoir la jouer facilement. Par contre, un radiologue, il voit à peine les patients. Il traite de l'image. Il traite de l'image et c'est codifié. Après, il faut de l'expertise, il faut de l'expérience pour pouvoir lire et interpréter les radios. Mais aujourd'hui, on a vu que, on va dire que les radiologues aujourd'hui peuvent s'appuyer très massivement sur des IA, très massivement. Et demain, ça va être encore plus important. Aujourd'hui, on est à plus de 90% de performance des IA en radiologie. Oui, donc, aujourd'hui, c'est ça un peu la matrice d'analyse de Kei Fu Lee, qui n'est pas tout à fait inintéressante. Et de manière générale, ce qui va se passer, c'est qu'il ne faut plus réfléchir seulement en quelles tâches peuvent être prises ou pas par l'IA. Il faut se dire qu'on est dans un monde dans lequel on est en train d'entrer là de plein pied, de ressources cognitives, d'un volume de ressources cognitives disponibles, à la fois humaines et machines. Qu'on le veuille ou non, c'est ça qui est en train de se passer. Et donc, il va falloir gérer
cette nouvelle collaboration, ce nouveau mode de collaboration avec des machines. Et donc, ça pose aussi la question de comment les ressources humaines vont s'organiser pour pouvoir gérer cette complexité on va dire, de cohabitation et de collaboration entre l'humain et la machine. Justement, j'allais vous demander, aujourd'hui, qu'est-ce que peuvent faire les entreprises pour essayer d'anticiper au mieux et de se mettre, de pas, comme vous dites, vous disiez, il ne faut pas regarder le train qui passe. Oui. Donc, comment est-ce qu'ils font pour ne pas regarder le train passer concrètement dans leur entreprise? Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place? OK. Alors, d'abord, nous, par exemple, on accompagne les entreprises comme n'importe quelle boîte de conseil pourrait le faire sur des cas d'usage, parce que c'est ça qu'elles veulent, sur des cas d'usage, sur de la formation, sur etc., etc., etc. C'est bien de le faire pour apprendre, pour sensibiliser aussi les collaborateurs, pour avoir quelques victoires faciles, comme on dit, ainsi de suite. Mais au-delà de ça, pour répondre à votre question, je pense qu'il y a 3 choses au moins qu'il faudrait faire. Premièrement, c'est apprendre à penser. Aujourd'hui, d'ailleurs, on ne le voit pas que sur l'IA, on le voit sur le changement climatique, on le voit sur des grandes transformations en général. Les dirigeants d'entreprise ont du mal à penser les phénomènes de transformation en profondeur. Pourquoi? Parce qu'ils sont pris en tenaille par les urgences du quotidien, par les enjeux opérationnels. Oui. Donc, les patrons d'entreprise deviennent des super chefs d'orchestre, des super managers. Et finalement, même ce qu'on appelle la stratégie, on est très rarement, et encore moins de l'anticipation stratégique. Or, on a besoin d'anticipation stratégique, rapide. Parce que quand quelque chose double tous les 6 mois, il faut penser, mais penser rapidement et de manière croisée, en croisant plein de données. Et ça, ils ne savent pas faire. Parce que, encore une fois, c'est la bottom line qui va avoir le dernier mot, c'est-à-dire en gros, c'est les chiffres du jour sur les indicateurs financiers, le reporting, tel enjeu de concurrence, de commercial, qui sont fondamentaux. Oui, simplement, sûr. La question, c'est qui pense dans l'entreprise. Donc, oui. Ça, c'est un premier enjeu. Deuxième enjeu, c'est la question de la vraie transformation. C'est-à-dire le fait de se dire, il y a quand même un enjeu à travailler avec les syndicats, avec les salariés, avec les patrons, avec tout le monde. Ça dépend des tailles d'entreprise. Là, je parle pour des grands groupes, mais ça, à l'échelle d'une PME, ce serait différent, d'une start-up, ce serait différent, chacun à son échelle. Par exemple, à l'échelle d'une start-up, ce que Sam Altman dit, c'est qu'on est passé d'un monde où il y avait besoin de plusieurs dizaines de start-up au lancement d'un produit à un produit qui pourrait être lancé par beaucoup moins de personnes. Il parle même du solopreneur milliardaire. D'accord, carrément. Voilà. Donc, sans être seul, on va dire, en tout cas, il y a un facteur de productivité qui est énorme. Ça, on le sait déjà avec les startups. Au niveau des PME, ça va être encore plus facile de faire des transformations, mais si les patrons le veulent. Mais dans les grands groupes, c'est plus complexe. C'est parfois des milliers de personnes. Donc là, le deuxième enjeu, il est plus lié au fait de dire qu'il faut se mettre autour de la table sur le redesign des fonctions. Je suis dans l'assurance, c'est pas la même chose que dans l'énergie, c'est pas la même chose que dans l'industrie, ainsi de suite. En fonction de mon secteur, en fonction de mes fonctions et de mes métiers, il faut que je réingénierie de A à Z la manière d'exercer ce métier-là. Parce qu'il faut voir la finalité de l'activité et la repenser en fonction des paramètres nouveaux dont on dispose. Et la repenser. Alors, pour la repenser, c'est soit la repenser et mettre en place cette exécution de redesign, et c'est pas toujours évident parce qu'il peut y avoir de la résistance, mais ça peut même être repensé dans certains cas en jumeau numérique, c'est-à-dire en fait on fait de double l'organisation en virtuel et on commence à tester ce que ça peut vouloir dire de changer des paramètres. Mais de toute façon, il faudra le faire. Donc je disais, premièrement, apprendre à penser, faire de la vraie anticipation stratégique. Deuxièmement, réfléchir à la transformation profonde vraiment from scratch de métiers, fonctions, activités, en regardant leur finalité et en redesignant vraiment les choses. Le troisième point, c'est se mettre dans une disposition d'esprit et évangéliser dans l'entreprise sur le fait qu'il y aura une collaboration inévitable entre l'humain et l'algorithme. On le voit dans l'éducation aussi.
quand ChatGPT a commencé à arriver, à Sciences Po par exemple, ils ont interdit l'utilisation de ChatGPT par les étudiants. C'est absurde. Ouais. Parce que de toute façon, ils vont le faire. Bien sûr. Donc, plutôt que d'interdire, c'est plutôt de se dire, comment on travaille avec. C'est plutôt que le système éducatif doit changer. Oui, bien sûr. Parce qu'il n'a pas été pensé avec ça. Donc, il faut s'adapter. C'est-à-dire que, par exemple, il faut peut-être passer à certains examens en oral. Oui. Parce qu'on verra bien le niveau de l'élève. Peut-être que, dans d'autres cas, au contraire, il faut lui donner accès à tout et puis voir dans un temps limité qu'est-ce qu'il peut produire. De toute façon, il y aura toujours une performance moindre d'un individu par rapport à l'autre sur un temps limité avec toutes les ressources disponibles pour faire quelque chose, etc., etc. Donc, il faut revoir la manière de travailler. Donc, ça a été testé dans différents cas, aux États-Unis notamment. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a vraiment l'urgence quand même, une urgence à s'adapter, à commencer à mettre les choses en place. Mais j'ai l'impression, quand on voit les entreprises, aujourd'hui, personne n'a vraiment pris le train en route, à part quelques exceptions. Pourquoi vous pensez que j'ai l'impression qu'il y a des freins? Quels sont les freins des entreprises aujourd'hui à intégrer l'IA de façon plus poussée et surtout commencer déjà à repenser les modèles qui sont les leurs? Oui, alors, il y a plusieurs paramètres. Je n'ai pas tout en tête. Chacun pourra avoir son avis. Ouais. C'est un avis très modeste. Il y a plusieurs paramètres, à mon avis. Un des premiers, c'est il y a le patron de Sony, j'ai oublié son nom à l'époque, qui disait que l'innovation vient aussi avec le risque de mortalité. C'est-à-dire qu'une entreprise qui n'est pas confrontée à de vrais enjeux de risque sur son activité peut négliger, on va dire, le rattrapage de l'état de l'art sur un sujet. Ça, c'est déjà en dehors même de l'IA. C'est le côté die or innovate. Par exemple, on le voit avec les entreprises de la Silicon Valley. Google n'a pas le choix. OpenAI n'a pas le choix. Ils sont obligés de mettre le paquet d'accélérer à fond parce qu'ils sont dans une compétition féroce entre des acteurs ultra concurrentiels, ultra bons, les meilleurs au monde dans leur domaine. Donc, et là, je n'ai pas encore parlé des Chinois, on pourra en reparler. Donc, ils sont obligés d'y aller. Ce qui fait que, par exemple, chez Google, 25% du code de Google aujourd'hui est produit entièrement par des IA. 25%. Et c'est énorme. Ouais. Ce chiffre a été donné par Jeff Dean, qui est le patron de l'IA chez Google, il y a quelques semaines. 25%. Et ça va aller en simplifiant. Ce qui veut dire que quand lui dit un chiffre comme ça, et c'est peut-être même supérieur, ses concurrents sont obligés de faire pareil, voire plus, parce qu'ils savent qu'en face, il y a du répondant. Donc ça, c'est une première explication. C'est-à-dire quand on ne sent pas l'urgence, parce que le voisin d'à côté n'est pas plus performant que soi, bon, ok, on peut continuer à faire ces petits cas d'usage. Ouais. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, qui est plus fondamentale, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le biais de linéarité. Oui. Le fait qu'on a du mal à voir le phénomène exponentiel. Par exemple, on sait depuis plusieurs années qu'il y aura des pandémies tous les 5 ans. Une pandémie tous les 5 ans, on ne sait pas laquelle. Mais tous les États doivent se préparer en conséquence. Mais tout le monde était comme la poule face au couteau au moment du Covid. Parce que pas préparé. Oui. Sauf les pays d'Asie. Notamment les pays comme la Corée du Sud, comme Taïwan, qui avaient vraiment anticipé. Vous voyez la différence entre l'anticipation stratégique et la non-anticipation. Là, nous, pendant qu'on nous disait que les masques ne servaient à rien, là-bas, à Taïwan, ils étaient ultra préparés. Parce qu'ils avaient anticipé. Ils avaient déjà été confrontés à des risques, le SRAS, et ainsi de suite, et ils en avaient tiré des conséquences, ils étaient préparés. Encore une fois, l'urgence, le risque, la préparation. Donc, ce facteur-là de biais de linéarité, il tue. Parce qu'on se dit, bof, il n'y a pas de quoi se presser, ainsi de suite. Il y a un troisième facteur qui est le fait que, comme je le disais tout à l'heure, le fait que les dirigeants ont du mal à penser, je ne veux pas revenir là-dessus, je l'avais déjà expliqué, sur le fait que même leur système de sélection, le système de sélection des dirigeants est de plus en plus allé sur le fait de prendre des CFO, etc. J'ai rien contre les CFO, c'est très bien, ou sur, on va dire, des super managers. Mais à un moment donné, il faut une capacité à voir large. Donc peut-être qu'il y a aussi le fait d'organiser dans les entreprises, en dehors même au sein des COMEX et en dehors des COMEX, il faut des organisations capables d'appréhender le monde.
que ce soit les bascules géopolitiques, que ce soit les risques de pandémie, que ce soit l'IA, que ce soit le changement climatique, il y a des grandes transformations, des game changers. Là, je reste sur l'IA, qui est beaucoup plus facile, d'ailleurs, à anticiper dans cette transformation. On ne sait pas ce qui va arriver, mais on sait que c'est exponentiel et que ça va toucher tous nos métiers. Donc, il y a assez d'informations là pour faire quelque chose. Donc, par contre, il faut être en veille permanente sur l'état de l'art, sur les vrais verrous technologiques, sur les vrais verrous scientifiques technologiques, sur ce qui est vraiment possible, sur ce qui n'est pas déployé dans les entreprises mais qui existe, etc., etc. Par exemple, aujourd'hui, si j'ai une version de ChatGPT, par exemple, dans mon entreprise sur du coding, mais il faut que je sache que Claude est supérieur en coding. Sûr. Voilà, c'est un exemple tout simple. Et là, on est qu'au début de l'aventure, encore une fois. Oui, c'est voué à évoluer encore plus. Et d'ailleurs, enfin, soit on s'équipe en interne d'ailleurs de personnes qui ont le temps de réfléchir, prendre la hauteur, soit on fait appel à, j'imagine, des entreprises comme Innotep, parce qu'à un moment donné, on n'a pas, enfin, les entreprises n'ont pas forcément, peuvent avoir le besoin, mais pas forcément la ressource de se dire, je vais prendre quelqu'un en interne. J'ai pas assez de sujets pour avoir une équipe, mais par contre, il faut que je me prépare. Et dans ce cas-là, c'est dans ces moments-là que vous, par exemple, vous pouvez accompagner les entreprises. Tout à fait. Nous, on a une offre à la fois sur la question de l'anticipation stratégique par rapport à des game changers et particulièrement par rapport à l'IA. Donc, toute une méthodologie, toute une manière de faire et tout un art, entre guillemets, de l'accompagnement avec les bonnes personnes et pas forcément que des gens de chez nous. Parce qu'en fait, dans ce sujet-là, comme dans d'autres, il faut avoir l'humilité de pouvoir faire appel à une pluridisciplinarité de compétences. Par exemple, là, une transformation profonde avec de l'IA dans les entreprises, il n'y a pas seulement besoin d'avoir des experts techniques. Les gens voient ça comme de l'expertise technique. Là aussi, c'est une limitation. C'est aussi un facteur de transformation sociologique. Il faut des sociologues, des organisations. C'est même un peu anthropologique, etc., etc. Et il y a aussi la question de l'accompagnement simplement sur managérial. Donc, il faut aussi qu'en interne, il y ait un sponsorship, etc., etc. Donc, il y a toute une méthodologie qu'on a mise en place qui intègre du hard et du soft pour pouvoir aider à faire ces transformations. Et le plus important dans tout ça, c'est aussi qu'on a une proposition de valeur très intéressante avec un think tank adapté aux entreprises pour les aider à penser, justement, à leur apporter de manière ouverte et encore une fois à différents écosystèmes ce qui se passe dans le monde. Je vais vous donner une illustration. C'est qu'on parle aujourd'hui d'IA tels qu'on les voit là, les LLM, les Large Language Models. Là, déjà, on voit très bien que ces langages sont très, très, on va dire, limités, alors qu'ils apportent déjà énormément de performance. Donc, ça devrait poser des questions. Comme disait Yann Lequin, dans 2-3 ans, plus personne ne va parler des LLM. Parce qu'on travaille déjà, sur des modèles beaucoup plus performants. On intègre le raisonnement, donc c'est déjà en cours, l'intégration du raisonnement. On va intégrer la planification. Et surtout, le plus important, on va intégrer la connaissance directe du monde. Quand je disais que le sujet de AGI était très discuté, ça fait partie des sujets à penser. Même si on ne parle pas du mot AGI comme d'une finalité, on sait que la finalité sera l'accumulation d'algorithmes, en fait, qui vont venir de partout et transformer profondément les choses. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la compréhension directe du monde, elle va venir comment? Elle va venir du fait qu'il y a énormément d'objets aujourd'hui, que ce soit nos smartphones, nos ordinateurs, les robots, les drones. Qu'est-ce qui fait que Elon Musk, je sors du côté politique, juste sur le côté entrepreneurial, pourquoi il a une entité dans sa boîte de Tesla qui fait des robots? C'est parce qu'on sait que la robotique humanoïde va avoir un développement fulgurant dans les prochaines années. Et ça va être un des moyens de capter de l'information directe du monde. On sait que les voitures autonomes captent énormément d'informations. Les drones, aujourd'hui, le marché mondial des drones, 70%, c'est les Chinois. Et aujourd'hui, les Chinois sont leaders en drones, ils sont leaders en voitures autonomes, ils sont leaders, on va dire, de manière générale, en hardware intelligent, entre guillemets, et ils ont des algorithmes d'intelligence artificielle qui n'ont pas à envier ceux de l'Occident. Ce qui veut dire qu'il y a une compétition féroce qui est en train de s'organiser, qui va accentuer aussi la concurrence pour arriver à des modèles d'IA qu'on n'a même pas imaginé aujourd'hui, qui vont être matures dans les 2-3 ans qui viennent. Et on sait qu'il y aura des révolutions encore plus fortes que ce qu'on est en train de vivre. Donc, il est vraiment temps de s'y mettre. D'accord. Mais justement, parce que donc on a vu que c'était une évolution exponentielle, qu'on a même, que le LLM dans 3 ans ce sera obsolète. Et justement, moi je trouve il y a un côté un peu anxiogène de c'est une course. J'ai l'impression que c'est une course effrénée. Et on n'a même pas le temps de regarder quelque chose qu'il faut déjà passer à celui d'après. Et il y a un petit côté comme ça, j'ai l'impression que c'est une course qu'on gagnera jamais. Vous voyez, et je sais pas. Alors, justement, en fait, en vous écoutant parler, je me dis, la solution, c'est peut-être
d'investir beaucoup plus dans des équipes qui anticipent, ce qu'on ne fait pas, parce que le changement jusque-là était suffisamment lent pour se permettre de prendre son temps. Mais là, en fait, aujourd'hui, la technologie, elle va tellement vite, beaucoup plus rapidement que nous, qu'effectivement, peut-être qu'il faudrait se dire qu'il faut beaucoup plus investir sur des gens qui anticipent, de façon à ce que quand le changement arrive, en fait, mais vous inquiétez pas, on est prêt. On n'a plus qu'à déployer maintenant. Parce que c'est vrai qu'il y a un côté un peu épuisant, je trouve. Alors, 3 choses, rapidement. Premièrement, quand on vit des révolutions, c'est très compliqué, quel que soit le type de révolution. Il se trouve que là, on vit une révolution. Les précédentes révolutions, et là où c'est très, très pénible pour nous, c'est que les précédentes révolutions étaient sur des aspects physiques. C'est-à-dire qu'en fait, la révolution du néolithique, c'est en gros la révolution, l'invention de l'agriculture, la sédentarité, etc., etc. Après, on a eu la première révolution industrielle, la machine à vapeur, qui a fait énormément qui a apporté énormément de changements. Et ensuite, la seconde révolution industrielle, avec l'industrie chimique, avec l'électricité, etc., etc. Toutes ces révolutions ont 2 caractéristiques. Elles nous donnent beaucoup plus, mais là, on est en mode rapide. C'est notamment le fait qu'elles ont mis énormément de temps pour apporter des transformations. Je pense que l'électricité a dû mettre plus de 60 ans pour toucher plus de la moitié de la population. Et là, on se rappelle que ChatGPT, en un mois à peine, c'était 100 millions de personnes. Un mois ou 2, je pense que c'était un mois. 100 millions de personnes. Ça ne s'était jamais vu même dans le numérique. Même Instagram et les autres, ça ne s'était jamais vu. A fortiori, quelque chose de transformatif, parce que là, on n'est pas dans le Instagram. Donc, la vitesse de déploiement, c'est quelque chose qui est déjà extraordinaire dans le digital. C'est-à-dire qu'en fait, dans toutes les révolutions passées, il n'y a jamais eu de vitesse aussi importante de déploiement que ce qu'on a observé dans le digital. Et avec l'IA, on va encore plus loin et plus fort. Le plus fort, il est lié à quoi? Il est lié au fait que l'IA touche ce qui est le plus fondamental chez nous, c'est-à-dire notre cerveau. Avant, ça touchait nos bras et nos jambes, en fait, les révolutions précédentes. Là, on est dans le cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau, sur des tâches cognitives, et peut-être même demain sur de l'émotion. Parce que, comme disait Yann Lequin, on peut difficilement différencier à un moment donné l'intelligence, entre guillemets, de l'émotion. Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton et Yann Lequin ont reçu le prix de Turing, en fait, en même temps. Ces 3 personnes sont parmi les plus savantes dans le domaine au niveau mondial. Elles sont toutes les 3 d'accord sur le fait qu'on est en train de vivre quelque chose de fondamental. Elles n'ont juste pas la même analyse. C'est-à-dire que pour Yann Lequin, il n'y a pas de quoi s'affoler. Parce que cette transformation-là, c'est un nouvel âge des Lumières, en gros. C'est un outil de plus, certes intelligent, mais pas non plus si intelligent que ça, pour l'instant, même si ça va très très vite. Alors que pour Yoshua Bengio, la transformation va être tellement fondamentale qu'il en a même peur et il milite partout dans le monde pour qu'on travaille beaucoup sur l'éthique de l'IA. Pas forcément qu'on arrête, mais qu'on travaille beaucoup sur l'éthique de l'IA, sur l'alignement beaucoup plus important, sur la sûreté, ainsi de suite. Geoffrey Hinton, lui, il est terrorisé, en fait. Pourtant, il était le directeur de thèse de Ilya Sutskever, qui était le chef scientiste de OpenAI. Et donc, Geoffrey Hinton, lui, il pense même que les IA ont des consciences dès maintenant. Donc, sans aller dans ce niveau on va dire, de croyance, parce que personne n'en sait rien, ce qui est sûr, c'est qu'on est devant une inconnue. Parce que même quand les grands savants au niveau mondial d'un sujet n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ce qu'on est en train de vivre, c'est qu'on est dans une transformation très forte. Surtout quand on se dit qu'à 2-3 ans, on va inventer des choses, mais on ne sait même pas encore aujourd'hui ce que c'est. Comment on fait pour se projeter à 10 ? C'est vrai qu'on on se dit, on a l'impression d'avoir une sorte un peu d'impossibilité de se projeter. Donc, il faut faire avec, c'est ça l'idée. Alors, si je prends un peu le point de vue des acteurs qui vraiment savent de quoi ils parlent sur ce sujet-là, même si eux-mêmes disent qu'il ne faut pas confier la parole qu'aux experts, et c'est vrai, ils ont raison, d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, mais je vais commencer par eux. Ce que dit Fei-Fei Li, par exemple. Fei-Fei Li, c'est une des personnes les plus respectées au niveau mondial en IA. Prof à Stanford, elle a inventé pas mal de choses. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, ici. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle, les GI, elle s'en fiche, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est comment on passe des LLM à quelque chose de plus fondamental, qu'elle appelle l'intelligence spatiale. C'est-à-dire, en fait, la compréhension par les algorithmes de l'ensemble de tout ce qui nous environne. Et ça veut dire que, en fait,
c'est la science, c'est-à-dire le progrès scientifique, par contre, avec l'importance de travailler sur l'éthique. Si je prends le cas de Yann Lequin, il dit à peu près la même chose, puisque lui, il dit que l'AGI, il ne sait pas ce que ça veut dire, parce qu'en fait, même les êtres humains n'ont pas une intelligence générale. Il y a des êtres humains qui ont une intelligence plus spécifique dans un domaine et d'autres plus spécifiques dans d'autres. Par contre, il pense qu'on va arriver à ce qu'il appelle le human level intelligence, c'est-à-dire à un niveau où l'algorithme va pouvoir exécuter des tâches égales à celles de l'humain dans beaucoup de tâches, de métiers, de fonctions, de tâches, ainsi de suite. Et donc, il va être extrêmement performant. Mais on n'y est pas encore. Et ça va venir avec ce qu'il appelle la compréhension directe du monde. C'est pour ça que tous ces acteurs-là travaillent sur les modèles de robotique, par exemple, parce qu'ils veulent pouvoir travailler sur la compréhension directe du monde. Mais si je prends Demi Assabi, par exemple, Demi Assabi, c'est le patron de Google DeepMind, donc de DeepMind qui a été racheté par Google. Et lui, ce qu'il dit, c'est que l'IA va transformer énormément la science. Il a eu d'ailleurs le prix Nobel de chimie pour ça, parce que DeepMind a identifié le repliement des protéines, en fait. Et lui, sa croyance, c'est de dire que les bénéfices de l'IA vont être tellement fondamentaux en sciences, donc en médecine notamment, en chimie des matériaux, etc., qu'il faudra faire attention aux risques. Mais par contre, les gains vont être énormes, même par rapport au changement climatique. Donc, pour résumer, il y a des gains énormes qui vont arriver. Il y a des risques énormes qui pourraient arriver aussi, liés au fait que les données d'entraînement sont biaisées par différentes choses, liés au fait que on ne sait pas trop comment fonctionnent les algorithmes. Donc, il y a un souci de transparence des algorithmes. On ne sait pas exactement comment elles réfléchissent, entre guillemets. Il y a aussi un souci lié à la compétition qui fait qu'on va très, très vite et on ne se donne pas forcément les moyens de prendre le temps de les comprendre et pour aligner de manière plus précise. C'est pour ça que quelqu'un comme ce Steve Ilia a quitté OpenAI pour créer sa propre entreprise qui s'appelle, je pense qu'elle s'appelle Super Intelligence. Ou Safe Intelligence, pardon. Okay. Safe Intelligence, qui se donne pour mission justement de préparer la Super Intelligence, mais de manière safe. Avec de l'éthique dedans. Voilà. Et voilà. Mais en face de ça, il y a des gens, justement, beaucoup plus éthiques, comme par exemple Tinit Gebru, qui, elle, a été renvoyée de chez Google, parce qu'au début même, avant même que... Parce qu'il faut savoir que c'est Google quand même qui a inventé les modèles de LLM, en fait, avec un fameux papier qui s'appelle Attention is Everything, et donc le modèle de Transformer. Et donc, elle était chez Google, une des responsables de l'éthique chez Google. Elle est par ailleurs ingénieure, etc., etc. Et ce qu'elle a dit, c'est que d'abord, il y a beaucoup de biais, et il faut apprendre à traiter les biais contre les discriminations par rapport aux femmes, par rapport aux minorités aux États-Unis, parce qu'elle parlait aux États-Unis, par rapport à pas mal de facteurs. Et que du coup, plutôt que de s'intéresser au long terme sur l'AGI et toutes ces choses-là, il faut s'intéresser au court terme sur... On sait que la transformation est rapide. On sait qu'elle est hyper structurante. Ouais. Donc, il faut d'autant plus travailler sur l'éthique. Donc, si je ramène maintenant ça à mon petit niveau et à notre discussion sur qu'est-ce que nous, on peut faire, modestement, c'est l'accompagnement, comme je le disais, sur l'anticipation stratégique, l'accompagnement sur l'observation de ce qui se passe à différentes échelles, et c'est aussi le fait d'avoir des approches multiparamètres quand on traite les sujets, c'est-à-dire faire des projets qui prennent en compte différentes dimensions à la fois, pas que la dimension du cas d'usage, parce qu'on va nous jusqu'au projet en fait. Hein. D'accord. On a travaillé sur nos projets dans l'assurance, dans l'énergie, ainsi de suite. Et on voit qu'il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Faut pas se limiter. Enfin, faut vraiment prendre la mesure de tout ce que ça implique. Tout ce que ça implique, ouais. Exactement. Et d'ailleurs, ce sera ma dernière question. Merci pour tous ces éclairages. On sait quand même que il y en a plein qui disent oui, bon, l'IA, ça va faire comme la réalité augmentée ou d'autres choses, ou d'autres choses qui étaient censées vraiment changer profondément notre société et qui, au final, ont fait pouf. Bon, sachant que j'ai l'impression que même la réalité augmentée n'a pas dit son dernier mot, donc voilà. Donc, il y a pas mal de patrons d'entreprises qui vont pas forcément qui prennent pas en tout cas aujourd'hui la mesure du changement et qui vont pas faire grand-chose. Quel conseil, s'il y avait un conseil que vous pourriez leur donner, les aider dans leur réflexion, ça serait quoi ? C'est une question difficile, parce que quand quelqu'un ne veut pas faire quelque chose, c'est difficile de le motiver. Je pense qu'en gros, il y a 3 catégories de personnes en général, comme dans tous les changements. Il y a ceux qui sont en résistance par rapport au changement et qui attendent que
comment on C'est dit, obligatoire. voilà, On est face au mur. face au et mur, bon, bah là, voilà, il y a ouais. plus, voilà. Cela, je pense que, bon, voilà, ça va arriver plus vite que ce qu'ils pensent. Il y a ensuite le ventre mou, Ouais. et donc ça dépend de qui parle le plus fort, et donc ça va à droite ou à gauche. Et puis après, il y a les avant-gardistes. Oui. Là, je pense que cette classification, elle va exploser en vol de l'intérieur même des entreprises. Parce que quand des gens se rendent compte que sur une tâche, ils peuvent gagner des heures et des heures, Oui. eh ben, ils ne vont pas se gêner, en fait. Ce qui fait qu'il y aura à un moment donné, il y aura des conflits. De l'autre côté, quand je dis des conflits, il y aura des conflits sur jusqu'où on peut aller, par exemple. Mais à un moment donné, si on sait qu'on peut vraiment le faire, ben on va y aller. Parce que là, le patron, il va être bousculé. Il va avoir du mal à résister. De l'autre côté, il y a les actionnaires aussi qui peuvent pousser pour dire, ah ben moi j'ai appris que Google a 25% de son code qui est généré par de l'IA. Ok, on n'est pas Google, mais quand même dans une grande banque, une banque par exemple, son code, c'est essentiellement du code. On doit pouvoir faire des choses, quoi. C'est peut-être pas 25%, c'est peut-être 15%, 20%. Si ça fait faire des économies. Ben voilà, les actionnaires peuvent pousser. Et il peut y avoir aussi de la résistance qui peut apporter, à contrario, de l'évolution positive. C'est-à-dire, en fait, si par exemple, il y a certains acteurs dans l'entreprise, des salariés qui ont peur de leur job de demain, des syndicats, etc., qui ont peur pour leurs salariés, etc., etc., ils peuvent bousculer pour dire, bon, nous, pour l'instant, on n'est pas menacé, mais d'après ce qu'on comprend, on est menacé. Il faut peut-être qu'on fasse quelque chose. Alors, ils sont pas peut-être. Et là, il faut qu'on se fasse quelque chose. Ça peut être l'occasion de travailler sur les métiers et de les revisiter de A à Z. Et avec même l'aide de toutes ces personnes-là. Donc, je pense qu'il n'y a pas de discours tout fait pour convaincre les gens. Mais je pense qu'au cas par cas, il est possible de trouver des modalités finalement spécifiques. Quoi. Voilà. Ouais, de voilà, dire, voilà. Ah, toi, quand même, là, tu pourrais peut-être au moins regarder un petit peu. Voilà. On n'est pas obligé de tout changer du jour au lendemain. Voilà. Mais commencer vraiment à s'intéresser, c'est important qu'on s'y mette tous, quoi. Voilà. Par exemple, si je prenais tout à l'heure le cas des armées, mais on peut prendre le même cas en fait en médecine. Si je sais qu'en dermatologie, en fait, tout ce qui est au traitement d'image, de manière générale, que ce soit la dermatologie, la radiologie, etc., et les analyses biologiques, on sait qu'on peut aller beaucoup plus rapidement avec des IA. Oui. Donc, on est en train de le faire. Il y a beaucoup de choses qui se font déjà, en cardiologie, etc. Parce qu'on a des données. Partout où il y a des données codifiées, on peut aller beaucoup plus vite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de dermatos dans 3 ans. Mais ça veut dire que le métier va évoluer fortement. Eh bien, il faut qu'on ait la même réflexion au sein des entreprises, pas simplement sous l'angle de la productivité, mais aussi sous l'angle du mieux-être des collaborateurs. Parce qu'il y a des tâches fastidieuses qui pourraient être faites par des IA, etc., etc., etc. C'est tout un changement de civilisation auquel il faut qu'on se prépare. Oui, il faut se dire que globalement, ça va aussi améliorer notre quotidien dans le travail. On va pouvoir passer plus de temps sur les choses qu'on aime, sur peut-être des choses un peu plus créatives. Là, on va pouvoir réfléchir et moins sur de l'opérationnel pur qui est souvent pas ce qu'on préfère dans son boulot. En fait, ce qui va se passer, enfin, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on ne sait pas. Mais ce qui pourrait se passer, ce qu'on observe en tout cas aujourd'hui, c'est 3 choses. Premièrement, la place des experts, c'est-à-dire les gens vraiment experts dans une tâche sont les plus aptes à bénéficier des avantages de l'IA. Parce que, par exemple, si moi je me mets face à la machine et je ne suis pas médecin et je lui pose des questions en médecine, je serai moins pertinent qu'un médecin qui va dialoguer avec la machine. C'est une évidence. Et donc, les experts dans l'entreprise, dans n'importe quelle fonction, seront meilleurs que n'importe qui d'autre. Ils seront sollicités vraiment. Voilà. Ce qui veut dire qu'il faut valoriser l'expertise dans l'entreprise, la valoriser, l'identifier, la motiver et l'amener à utiliser les machines. Parce que si elle ne s'intéresse pas à l'expertise aux algorithmes, eh bien, un autre expert d'une autre entreprise avec un algorithme sera beaucoup plus fort que l'autre qui fait de la résistance. Et donc, ça se ressentira à la fin. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très important sur, on va dire, ce qui pourrait se passer, la place de l'expertise. Deuxième chose qui est très importante aussi, c'est qu'on est à un niveau où il ne faut pas se mettre de frein dans ce qu'on peut tester avec les algorithmes. Donc, il ne faut pas se mettre de barrière dans le cerveau. Il faut ouvrir grand les tests personnels. Oui. Il faut s'acclimater. Il faut être très curieux. Ouais. Parce que finalement, on a fait toute une montagne du prompting, mais le vrai prompting, c'est savoir échanger avec l'algorithme comme on pourrait manager en fait un junior.
Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir lui poser des bonnes questions, il faut savoir le réorienter, il faut savoir être critique sur ce qu'il dit parce qu'il peut halluciner, il peut, etc., etc. Donc, c'est du management. Oui, il faut manager son Il IA. faut manager son Ouais. IA. Donc, manager son IA. Et dans certains cas, il faut collaborer avec l'IA. Quand je suis développeur, je collabore avec l'IA. Ouais. Ce qu'on appelle le vibe coding maintenant, depuis que un grand, on va dire, informaticien en a parlé. Donc, il faut savoir vraiment passer à la collaboration avec l'algorithme, en fait. D'accord. Ouais. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, si on peut, on va dire le mot de la fin, ce serait de dire, bon, l'IA, qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas, c'est une réalité, elle est là, elle va pas partir demain, elle se développe très très rapidement. Et donc, au moins, ne nous mettons pas des barrières et des... Enfin, voilà, essayons de s'ouvrir, avoir de la curiosité, et ça risque de nous aider pour le futur. Oui, tout à fait. Et en fait, il y a quand même un message aussi politique là-dedans. C'est que, d'abord, c'est pas la peine de faire l'autruche quand quelque chose est en face de soi. Ouais. Donc voilà, ça va arriver. Il y a pas de, parce qu'il y a beaucoup d'idéologies en France sur oui, c'est les Américains, etc. Les nanas, ils font que du commercial, etc. Non, la transformation, elle est là. Elle va s'accélérer, qu'on le veuille ou non. Maintenant, là où le message est politique, c'est que dans le contexte actuel qu'on vit, Ouais. il est très important d'avoir des technologies souveraines. Parce qu'il y a une compétition qu'on voit ouverte entre les Américains et les Chinois par rapport à l'IA. Les données, en fait, par qui est-ce qu'elles vont être manipulées? En fait, il y a tout un tas d'enjeux de souveraineté par rapport à l'IA. Et donc, pour que la France, l'Europe puissent avoir leur mot à dire dans ce qui va se passer, dans ces changements profonds qui sont en train de se passer, mais il faut que les individus, le grand public et aussi les entreprises soient des usagers, des utilisateurs massifs, critiques, et pour pousser aussi à développer des solutions locales par rapport à des enjeux. Et que derrière, on n'est plus demain que Mistral AI a cité dès qu'on parle d'une IA, alors qu'en fait, aujourd'hui, il y a une avalanche de transformation qui est en train de se passer entre les Chinois et les Américains. Donc, il va falloir avoir autant d'entreprises en Europe qu'il y en a en Chine ou aux États-Unis, et de taille aussi importante si on veut parler de souveraineté. Or, ça suppose que les citoyens soient, un, éclairés sur le sujet, et deux, travaillent, en fait, sur le sujet. Et donc, au-delà de la productivité, et ainsi de suite, il y a aussi cet enjeu-là qui est très fondamental. On doit savoir pour pouvoir... Voilà, savoir pour pouvoir. Savoir pour pouvoir. Eh ben, merci beaucoup, Demba. Merci beaucoup, Emmanuel. Tous ces éclairages. Voilà, bon, même si on ne sait pas où on va dans les 3-4 prochaines années. Mais c'est vrai que c'est important de comprendre, et c'est vrai que je pense que c'est important de passer le message, de dire, faut quand même y aller, regarder, et c'est vrai que le savoir, c'est le pouvoir, donc il vaut mieux qu'on soit au courant. Exactement. Plutôt que de subir. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel. À bientôt. À bientôt.